Bonjour à tous. Donc on va quitter un peu l'agriculture pour aller vers un autre domaine plutôt forestier, puisque nous on a travaillé sur la recherche de répulsifs d'origine naturelle pour lutter contre le premier ravageur des plantations résineuses en Europe, qui est l'ilobe. Et donc on cherchait des pistes nouvelles pour cette prévention contre les dégâts d'ilobe. Alors je vous présente rapidement notre objet d'intérêt, l'ilobe. Ce petit coléoptère, en fait, il s'attaque aux jeunes plants, c'est-à-dire les plants forestiers qu'on installe, qui ont entre 1 et 2 ans, donc juste après leur mise en terre. Et il a le bon goût de pondre sur les souches, c'est-à-dire quand on coupe les arbres et puis qu'on en replante derrière, il pond sur les souches et puis après il va se nourrir sur les jeunes plants. Donc il est particulièrement bien adapté aux situations des plantations. Et récemment, on a connu une attaque massive de scolytes sur les épicéas, donc beaucoup de coupes, beaucoup de souches en forêt et beaucoup de reboisement à faire au même endroit. Donc, au moment où on a lancé le projet, on avait tous les indicateurs qui étaient au rouge sur une possible explosion des populations d'ilobes et des dégâts associés. Et simultanément, un enjeu à ne pas limiter en tout cas l'usage des pesticides pour protéger les plants forestiers. Voilà. Et donc, il nous fallait envisager de conduire cette transition phyto en forêt sans vraiment d'alternative crédible aux produits phytopharmaceutiques, puisqu'on utilisait des néonicotinoïdes jusque-là en préventif. Il existe quelques produits de contact curatifs pour l'instant. Et puis évidemment, il fallait bien assurer ce reboisement résineux dans ce contexte que je vous expliquais à l'instant. Et également réfléchir à comment on peut favoriser l'acceptation sociale de ces reboisements résineux qui fait souvent couler pas mal d'encre en France, même si, à titre informatif, on est chaque année obligé d'importer du bois résineux en France pour notre industrie, puisqu'on en manque, on n'en produit pas assez. Et ceci, en guise d'introduction, j'ai voulu aussi vous rapporter deux articles. Un qui a été publié dans Science là, à l'automne dernier, où on voit bien que la question de la communication entre les plantes et l'étude des médiateurs, des mécanismes de défense contre l'herbivorie, quand même aujourd'hui un front de science assez important, et notamment ce papier qui a travaillé sur le modèle ilobe, donc c'est assez intéressant pour nous. Et puis un autre dans un domaine complètement différent, là, qui fait une revue sur l'utilisation des produits de protection à faible risque, et notamment dans le domaine forestier, le cas rapporté est intéressant puisqu'il nous explique que en 2021, il y a eu une demande qui a été émise par une compagnie forestière suédoise pour l'autorisation d'utilisation des néonicotinoïdes. Et en fait, le tribunal les a déboutés en leur expliquant qu'il y avait des méthodes alternatives qui existaient et que donc cet argument justifiait de ne pas autoriser de nouvelles dérogations. Et pour autant, on se pose la question de leur efficacité. Alors donc, il y a des recherches de solutions alternatives qui existent. Alors soit par méthode de protection physique, c'est celle qui est mise en œuvre par nos collègues suédois, donc ils mettent de la cire au pied des plants, ça coûte assez cher et c'est pas forcément hyper performant. Il y a des méthodes culturales qui consistent à détruire les souches pour éviter que les ilobes ne viennent pondre à cet endroit-là, ou à traiter les souches, voilà, ou encore à gérer la végétation, le paillage. Et il y a des méthodes un peu plus exploratoires dans le domaine de la protection biologique, justement en jouant sur l'interaction entre les espèces pour limiter les dégâts aux plants. Et donc, notamment, voilà, c'est sur ce point que nous, on va travailler avec un médiateur qui est le méthylsalicylate émis par les bouleaux. Alors, les fondements scientifiques de tout ça, je vais passer assez vite, mais on va travailler sur l'hypothèse de résistance par association avec les connaissances qu'on a acquises en laboratoire, et j'insiste beaucoup là-dessus, en laboratoire, en milieu très contrôlé, sur le rôle répulsif du bouleau pour réduire l'herbivorie causée par les insectes ravageurs. Donc ça a été très bien montré pour les cas de la chenille processionnaire du pin, le scolyte sténographe et même le chevreuil. Ouais, il y a tout un corpus de bibliographie qui est assez fourni et qui donc nous a permis d'identifier le composé organique volatile qui est impliqué, qui est le méthylsalicylate dont je vous parlais à l'instant. Donc les hypothèses sur lesquelles on a travaillé, la première, c'est qu'on a testé les effets de ce composé organique volatile pour réduire les dégâts des ilobes dans nos plantations.
de sapin de Douglas, qui est un peu l'essence phare de reboisement, notamment après la crise scolite. Et donc on a expérimenté in situ cette résistance par association, et quand je dis in situ, j'insiste là-dessus, c'est vraiment en forêt, en situation de plantation proche de l'opérationnel, c'est-à-dire vraiment passer un cran au-delà du laboratoire. Et donc il nous a fallu en premier lieu choisir des sites pour l'expérimentation, avec une particularité qu'on a dans le domaine forestier, c'est qu'on ne maîtrise pas les inoculums. C'est-à-dire qu'on ne sait pas élever des ilobes pour aller les emmener sur des sites expérimentaux. Donc il a fallu aller expérimenter là où on s'attendait à avoir des attaques d'ilobes, ce qui est une difficulté quand même conséquente pour la conduite du projet. Un deuxième point de méthodologie qu'on a travaillé, c'est l'élaboration d'une méthode qui permettait d'estimer et de suivre les populations d'ilobes, puisqu'on ne sait pas aujourd'hui, enfin au début du projet on ne savait pas en tout cas le faire. Et puis, on a travaillé à l'évaluation du risque dans le paysage forestier en France et en Europe. Voilà. Donc, je vous le disais, on a testé les effets de ce composé organique volatile qui aurait pour effet à la fois un effet répulsif contre les herbivores, mais également d'induire la production de défense chez le végétal cible, et puis d'attirer des prédateurs naturels avec, je dis, voilà, il y a tout un corpus de littérature qui documente ça très bien. Donc ça, c'était le cœur du projet. Les réalisations qu'on a faites, tout d'abord, c'était, je l'avais dit, d'expérimenter in situ la manière dont on pouvait imaginer des méthodes alternatives à l'usage des pesticides basées sur ce médiateur. Et donc, pour ça, on a imaginé, on a construit des expérimentations avec 9 modalités, donc 3 témoins. On avait un contrôle sans application d'insecticide, une application d'insecticide de contact, du décapage du sol également, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'interaction avec ce qui existait autour des plants. On a apporté volontairement cette molécule, le méthylsalicylate, soit par diffusion de la molécule synthétisée, ça se synthétise très bien et ça se vend sur le marché, soit par carrément une molécule vraiment d'origine naturelle, en broyant des bouleaux et en mettant ce mulch là au pied des plants. Et puis on a essayé, et c'était un peu le cœur de notre, enfin, en tout cas la cible de notre travail, c'est de regarder dans quelle mesure on pouvait mélanger les plantations, c'est-à-dire associer à la fois le Douglas, donc l'espèce de production, avec une espèce de protection, qui était le bouleau. Alors, avec du bouleau indigène, donc on a mis selon différentes modalités, et également on est allé chercher un bouleau jaune, qui est originaire du Canada, qui est réputé comme un super émetteur de méthylsalicylate, pour voir s'il avait un effet un peu plus important que notre bouleau indigène. Voilà, et donc ces expérimentations, on les a répétées sur 6 sites, donc 5 en France, qui ont été financés dans le cadre du projet Ecophyto, et puis un site en Belgique aussi, dont nos partenaires ils sont inspirés de la méthodologie pour le dupliquer chez eux. Et donc sur chaque site, 3 répétitions de chaque modalité en bloc, et on faisait 2 mesures de dégâts par an. Voilà, donc chaque site expérimental, c'était une emprise d'environ une dizaine d'hectares en forêt. Donc on était vraiment en situation opérationnelle. Alors, petit point de déception, il est arrivé en fait assez vite, c'est parce qu'on a engagé ces expérimentations en 2022, et le printemps 2022, il était à peu près semblable au printemps qu'on a vécu en 2025, très sec, des chaleurs assez terribles en été, et donc on a schématiquement perdu la moitié de nos sites expérimentaux, à peu de choses près. D'abord pour des raisons météorologiques, et puis aussi parce qu'il y a des cahiers des charges qui n'ont pas été complètement respectés. Alors ça, c'est un petit peu le jeu quand on expérimente avec des... Enfin, en tout cas, quand on confie l'expérimentation à des partenaires opérationnels, il y a des fois des points de cahier des charges qui ne sont pas respectés, qui nous ont empêchés d'analyser les données en réseau telles qu'on aurait souhaité le faire. Et donc, si on avait à refaire ça, je pense que le mieux, ça serait à terme là, de chercher à expérimenter moins de modalités, mais sans doute dans un beaucoup plus grand nombre de sites, avec des modalités un peu plus simples et moins risquées d'installation. Alors, quels sont les effets donc, de ce méthylsalicylate sur les dégâts d'ilobes? On va y répondre assez rapidement. Donc, à l'échelle peuplement, c'est-à-dire si on compare nos unités expérimentales entre elles, c'est réplica, ce qu'on constate, c'est que on a bien effectivement les moindres dégâts là, tout à gauche en bleu, c'est quand on traite avec un insecticide chimique. On voit tout de suite que le bouleau jaune, donc j'avais représenté volontairement en jaune, c'est celui aussi qui nous montre les plus forts dégâts là, dans ceux que j'ai retenus. Et puis il y a 2 modalités que j'ai pas ici représentées, c'est la diffusion de ce méthylsalicylate, de cette molécule,
qui nous a posé pas mal de difficultés et qu'on n'a pas complètement suivi sur l'ensemble sur toute la durée, et qui marque, enfin qui montre des dégâts assez élevés, même à leur maximum. Alors le bouleau jaune n'a pas spécialement d'avantage, et puis on a une espèce de gradation des niveaux de dégâts qui, de manière intéressante, est toujours la même sur les 4 saisons de mesure qu'on a conduites. Donc on a quand même ce signal sur lequel le mélange, quand on plante des espèces en mélange, on a quand même un avantage certain. On a un signal assez faible en fait sur ce mélange. Et si on regarde ce qui se passe en termes de plan à plan, bon, ce qu'on constate, je le fais assez vite, hein, mais c'est que quand on a un Douglas qui se trouve à proximité d'un boulot qui est bien resté vivant et bien vigoureux sur l'ensemble de la durée expérimentale, on a quand même significativement réduit la note de dégâts qu'on a affectée à notre Douglas. Donc il est moins impacté par les dégâts d'Ilob. Voilà. On a mis également au point une méthode d'estimation et de suivi des populations d'Ilob, avec tous les éléments pour la méthode standard de piégeage, donc la détermination du type de piège, du type d'attractif nécessaire, la manière de les mettre en place et de les gérer. Et on s'est aperçu que cette méthode, elle est effectivement opérationnelle en monitoring, c'est-à-dire qu'on peut très bien suivre les dégâts, ils suivent les populations qui sont représentatives des dégâts qu'on a constatés dans les parcelles, mais par contre, elle ne fonctionne pas dans un cas de piégeage de masse. On a essayé et ça ne fonctionne pas du tout. On a un taux de capture qui est trop faible et ça nécessiterait trop de pièges pour être performant. Enfin, on s'est questionné sur un peu le risque Ilob dans le paysage forestier en France. Donc on a regardé quelle était la proportion des plantations de Douglas qui avaient été affectées par les dégâts d'Ilob. Et très clairement, on a un taux de plantation qui est affecté par les dégâts d'Ilob qui est inférieur à 15% des sites de plantation. Alors, à droite, pour ce qui est de la forêt publique, en fait, on a même on a on a 3 cas de plantation sur lesquels on a des dégâts supérieurs à 50, des dégâts qui sont de l'ordre de 25 à 50%. On a en général très très peu de dégâts sur ces 2 saisons qui étaient considérées comme les saisons à haut risque. Et les collègues de la forêt privée qui ont fait également le travail ont constaté des taux de dégâts, enfin le nombre de plantations affectées et le nombre de plantations mises en échec en raison de l'Ilob extrêmement faible. Voilà. Et donc concrètement, l'attaque massive qu'on attendait, elle n'a clairement pas eu lieu. Voilà. Donc ça nous a aussi amené à réfléchir un peu, à repenser un peu ce risque Ilob. Et donc on en a parlé avec nos collègues, voilà, on a profité de ce projet aussi pour mobiliser des moyens et réunir des collègues européens pour échanger sur les problèmes de ravageurs forestiers. Et notamment, on a organisé un atelier de travail sur l'Ilob en octobre dernier. Voilà, qui était structuré autour de 3 axes, hein, le suivi des ravageurs et puis l'évaluation des dommages, la recherche de méthodes de protection. Et voilà. Et donc on est en train d'écrire des synthèses là, sur les méthodes de suivi, de lutte et de prévention des dégâts d'Ilob. C'est-à-dire que ça va bien au-delà de ce que nous on a testé. On s'est intéressé à tout ce que les collègues européens travaillent et on va réunir ça dans une même publication. Et puis on a réfléchi aussi, on a eu un atelier de travail assez riche sur la réflexion sur le niveau de risque en forêt dans le contexte des changements climatiques, en prenant en compte à la fois la vulnérabilité, l'exposition et l'aléa pour apprécier ce risque, en réfléchissant comment les changements climatiques peuvent agir dessus. Les conclusions de ce projet, alors, la première chose, c'est est-ce qu'on peut utiliser du bouleau pour protéger les plantations résineuses des dégâts d'Ilob? C'était un peu l'idée de départ. Donc, on a fait ce test grandeur nature. Il est clairement pas préventif. Le test n'est pas concluant sur l'effet préventif du fait de mélanger les essences pour ne plus utiliser de pesticides. On a quand même identifié des options à écarter, hein, l'utilisation d'une essence exotique, l'apport de méthylsalicylate exogène, là, ça ne fonctionne pas. C'est pas la peine de recommander ça aux collègues. Et on s'est surtout attaché à valoriser cette démarche de R&D sur la recherche d'alternatives aux pesticides avec, voilà, on a réalisé un certain nombre de vidéos qui ont été postées et qui ont eu pas mal de succès, qui ont été diffusées à un public assez large. On a produit quelques fiches méthodologiques parce qu'en fait on partait quand même de presque zéro en termes opérationnels, à la fois pour reconnaître les dégâts, pour estimer et suivre les populations. Et puis aussi quelque chose, on en parlait un peu, j'ai entendu parler tout à l'heure d'analyse multicritère. Ben nous on l'a mobilisé, pas aux mêmes fins, mais pour réfléchir à notre échantillonnage qui était assez nouveau. En termes de production, là, on a diffusé, on a publié à l'automne dernier un article de synthèse à destination de toute la communauté forestière sur
les méthodes alternatives. Voilà. Et donc pour terminer, quelle place pour la lutte et la prévention contre les dégâts d'ilobe? Donc on va sans doute, enfin en tout cas les réflexions qu'on a nous emmènent vers une transition d'une solution unique qui était cet insecticide, c'était facile, c'était pas cher, c'était super efficace, vers l'utilisation d'un complexe d'outils. Donc en travaillant soit la combinaison de techniques, dont il faut identifier l'additivité des effets, la recherche aussi des techniques qui ont l'effet de levier le plus fort. C'est compliqué de changer les pratiques en forêt, donc si on le change, il faut que ça ait un effet vraiment, vraiment marqué, et ça c'est très important auprès des partenaires. Et puis, alors, sans doute à plus court terme, là c'est faire travailler les collègues sur la combinaison entre monitoring et déclenchement des traitements curatifs, pour lesquels on a encore, enfin, que les collègues en forêt privée ont encore droit d'utiliser, nous on ne le fait plus en forêt publique, et de sorte à limiter la consommation de pesticides dans les seuls cas nécessaires. Et puis, et ça va transcender un peu la présentation, c'est finalement la conclusion de tout ce travail, c'était de raisonner le besoin de solutions par rapport au risque réel qu'on a, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin d'investir par rapport à un risque encouru qui est quand même assez faible, manifestement. Et puis travailler auprès des collègues et des partenaires sur l'acceptation du risque, c'est-à-dire jusqu'à quel niveau on peut accepter les risques, avec un certain nombre d'analyses économiques qui sont à faire derrière, c'est-à-dire est-ce qu'on accepte le risque que la plantation échoue et de devoir la refaire, plutôt que d'investir lourdement dedans. Dans de la prévention. Et donc voilà, on a quelques signaux positifs sur les effets de la diversification. C'est sans doute des plantations, c'est sans doute profitable au-delà du seuil K de l'ilobe. Voilà, donc le consortium qu'on avait, là je l'ai resserré un peu volontairement autour des acteurs directs, donc qui étaient l'ONF, les collègues de l'INRAE pour la coordination scientifique, et puis les acteurs de la forêt privée, voilà, qui sont beaucoup mobilisés pour mettre en œuvre les expérimentations et diffuser les connaissances. Voilà, j'en ai fini.